bien, bonsoir et bienvenue à Rayon d'influence. Rayon d'influence, pour ceux et celles qui viendraient peut-être de se joindre à nous pour la première fois, Rayon d'influence, c'est une émission littéraire qui est consacrée principalement aux auteurs de Chaudière-Appalaches et qui est enregistrée ici à la bouquinerie L'Oméga à Thetford Mines. La formule est simple, deux invités qui ont la plupart du temps au moins un point commun, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Monique Tremblay. Monique Tremblay pour l'adaptation humaine, un processus biopsychosocial à découvrir. Ça, c'est aux éditions Saint-Martin. Et par la suite, nous accueillerons Martin Cloutier pour Georges Bataille interdisciplinaire autour de la somme théologique. Et ça, c'est publié chez Triptyque. Alors, comme vous voyez, on va parler théologie, on va parler philosophie et on va parler aussi psychologie. Je vous le dire tout de suite, le dire à vous, Monique, c'est pas la même chose que parler de roman en ce qui me concerne. Donc, j'ai fait des recherches. Si je me gourre ou me fourvoie, gênez-vous pas pour me rappeler à l'ordre. Alors, si vous voulez, tout de suite, on va commencer avec l'adaptation humaine. Bon, dans votre bouquin, vous parlez que cette adaptation-là se fait en 3 phases. C'est quoi les 3 phases? C'est quoi votre ouvrage? Quand j'ai commencé à faire cet ouvrage-là, il y a une vingtaine d'années, à faire de la recherche, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient écrites sur comment les gens s'inadaptent, comment les gens deviennent avec des difficultés. Puis, il n'y avait rien qui nous disait comment les gens remontent la côte. Et l'image que j'ai trouvée, qui donne les 3 phases du processus d'adaptation, c'est un peu l'image d'un canyon, si on veut. On descend d'un côté, on arrive dans une espèce de ravin, puis on remonte la côte. Et c'est ça les 3 phases du processus d'adaptation. On prend cette image-là, comment les difficultés arrivent, les facteurs de risque, les causes, etc., biopsychosocial. Ensuite, comment, quand on est dans le trou, pour prendre une expression facile, comment on vire de sourd quand on est mal pris avec une difficulté. Puis la 3e phase, c'est comment on remonte la côte, seul ou avec d'autres. OK. On parle d'adaptation, d'inadaptation. Juste pour bien comprendre, est-ce que ça concerne seulement quelqu'un qui est carrément dans le trou ou est-ce que votre processus peut s'appliquer à des situations de tous les jours? Au départ, parce que j'étais professeur en éducation spécialisée, au départ, on travaillait surtout avec les personnes dites inadaptées. Mais en faisant cette recherche-là, je me suis aperçue qu'on ne peut pas dire d'un côté, il y a les adaptés, puis de l'autre côté, il y a les inadaptés. Et c'est dans ce sens-là que c'est un processus, et le livre est fait pour ça aussi. C'est l'ensemble des difficultés humaines. Tout le monde, on va traverser des difficultés d'adaptation. Et si on n'en traversait pas, on ne se développerait pas. Dans quel sens? Prenons un exemple. Si je ne veux pas que ma fille de 15 ans tombe enceinte, je peux y aller, lui enlever tous les facteurs qui peuvent la faire tomber. Rencontrer des garçons, aller dans un bar, se faire des amis à l'école. Une des façons pour y éviter la difficulté, c'est de l'attacher après la patte du poêle. Mais si je fais ça, elle ne s'inadaptera pas. Mais elle ne se développera pas. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que l'adaptation humaine, c'est un processus à découvrir. Et à chaque fois qu'on fait une difficulté, je fais cette image-là, mais on monte une côte. De sorte que l'enfant qui commence à marcher, il devient inadapté. Quand il commence à marcher, il tombe, puis il se fait mal. Mais s'il ne tombait pas, il n'apprendrait pas à marcher. La même chose, il commence à faire de la bicyclette. Et le développement humain se fait à ce prix-là. Est-ce que ça ressemble un peu au gros bon sens qui dit on apprend de nos erreurs? Pas tout à fait, parce que dans ça, on n'apprend pas de nos erreurs. On peut apprendre autant de nos bonnes choses que des mauvaises choses. Et dans ça, il y a un élément important. Les personnes qui réussissent le mieux à s'adapter ou le mieux à traverser les périodes d'adaptation, qu'on appelle actuellement la résilience, là, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont appris de leurs erreurs, qui ont appris de leurs forces aussi. C'est la différence entre l'état d'adaptation et le pouvoir d'adaptation. Le pouvoir d'adaptation, c'est à chaque fois qu'on fait une expérience, n'importe laquelle, on apprend quelque chose qui nous sert, qu'on transpose dans une autre situation. Et dans ce sens-là, le processus d'adaptation biopsychosociale va pour tout le monde. On est tous les êtres humains, on est confrontés à des difficultés, puis on va essayer de s'en sortir. Puis c'est le lot d'une vie, c'est ça.
La particularité, ce serait quoi? L'approche globale? Si on veut, c'est qu'il y a plusieurs noms. Là. Moi, je l'ai appelé l'approche biopsychosociale, mais ça pourrait s'appeler approche globale, approche développementale. Il y a plusieurs approches. Si j'ai pris biopsychosocial, c'est que dans certains domaines des sciences humaines, on avait tendance à oublier le biologique. Et dans les situations d'inadaptation et d'adaptation, la partie biologique est importante. On ne peut pas nier ça. Et on voyait beaucoup aussi, des fois, des ouvrages en psychologie qui sont très intéressants sur comment chaque individu va s'ajuster. Mais l'autre élément que je trouvais important, c'était la partie sociale ou sociologique, où l'environnement va aussi aider l'être humain à s'adapter. Alors, tout le long des 3 étapes, dans les facteurs de risque, on le voit au niveau écologique maintenant, là, ce qui se passe en Haïti, c'est pas parce que les gens ont de la mauvaise volonté. Là. Il y a eu un tremblement de terre, puis c'est une cause. Les gens vivent une inadaptation, puis on espère que ce peuple-là va s'en sortir. Et on est toujours capable, là, de sorte que le processus d'adaptation est comme si on mettait, comment on appelle ça, un zoom, où on peut agrandir. Ça peut être autant mon chum me laisse, puis qu'est-ce que je fais? Ça peut être autant je suis confrontée, je perds mon emploi, qu'est-ce que je fais? Ça peut être à différents niveaux où ça peut s'appliquer, là. Et ça, dans votre ouvrage, vous parlez autant d'hérédité que d'environnement, que l'environnement social et tout ça. Et en plus, c'est illustré avec plusieurs tableaux. Oui. Et tout ça, c'était aussi parce qu'il s'adressait aussi à des étudiants ou... Au départ, votre démarche? Ouais, c'est ça. Au départ, les tableaux ne sont pas venus tout seuls, là. Il y a une partie de ça qui est un côté pédagogique. Ouais. Si j'avais à me caractériser un peu, c'est d'être capable de rendre cette somme de connaissances-là accessible. C'est ce qu'on a vu. C'est ça. Et dans le livre, il y a 112 tableaux. Et c'est une des forces, c'est que c'est abstrait, là, comment on s'adapte, mais par des tableaux, on réussit à comprendre, par des images, la côte, virer de source. C'est comme ça qu'on réussit à comprendre. Et il y a un cahier d'acétate qui a été publié, donc 112 acétates aussi que des gens achetaient quand on donne à un groupe. Alors, on prend une acétate, puis ça résume 10, 12 pages, etc. Alors, le livre, c'est un ouvrage de référence. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas de la littérature. C'est pas dans littérature, ce sens-là. c'est pas un roman, là, mais Non. c'est ça, c'est un livre, c'est un... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme un guide aussi? Oui, c'est un cadre de référence. Et à date, j'ai sorti la première version en 92. Il y a eu une deuxième édition en 2001. Puis il y a une troisième qui se prépare là, pour l'an prochain. Mais le livre est encore très moderne. J'avais eu le conseil du docteur Michel Lemay qui m'avait conseillé... qui signe la préface, d'ailleurs. Oui, qui signe la préface, qui est un pédopsychiatre à Sainte-Justine, un homme extraordinaire. Et lui, ce qu'il m'avait conseillé, j'avais mis beaucoup d'exemples. Il m'a demandé de les enlever. Ah oui? Et c'était un très... Pourtant, on pourrait dire, au niveau pédagogique, c'est plus intéressant. Ça aide à comprendre. Mais c'est parce que les exemples seraient démodés. Si je prends, par exemple, Jim Jones, si je prends... je sais pas moi, Moïse en Gaspésie, ou si je prends d'autres genres d'exemples, Mère Teresa, pas sûr que les jeunes actuellement connaissent qui c'est, là. Alors, en mettant pas d'exemple, chacun trouve ses propres exemples. Mais c'est très complexe, il est très accessible et c'est concret. Mais c'est pas quelque chose qu'on apprend, là. On va chercher les étapes du deuil, on va chercher les personnes aidantes, on va aller chercher les types d'interventions. C'est ça, ça s'applique à plusieurs situations de notre vie. Oui. Chacune peut, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, s'est senti inadapté par rapport à ce qu'il vit. Et là, c'est là qu'on voit... Dans les difficultés d'adaptation, quand on vit une difficulté d'adaptation, il peut y en avoir dans le quotidien. On manque de lait pour notre café, il est 10 heures le soir, on va aller s'en acheter. Bon, on va s'entendre qu'il y a des difficultés plus petites que d'autres. Par contre, il y a beaucoup de difficultés qui permettent de grandir. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant de travailler sur ça. C'est qu'au lieu de voir l'inadaptation comme étant des catastrophes, les inadaptations qu'on traverse sont des occasions de grandir. Oui. Des occasions. Et c'est pour ça qu'il y a une partie, là, pas philosophique, c'est mon copain qui va en parler tantôt, mais toute une partie éthique à la fin, qui est toute comment faire notre possible individuel, mais à la fois notre possible collectif aussi. D'ailleurs, au début, en exergue, en tout cas, du premier chapitre, vous citez Bergson, je me retrouve dans mes notes. Bergson disait « Exister, c'est changer. Changer, c'est mûrir.
Mûrir, c'est se créer sans cesse. Donc, c'est là tout le processus évolutif qu'on peut retrouver dans votre ouvrage. Et c'est autant il y a 30 ans, quand on parlait d'inadaptation, c'était très statique, c'était très fermé. Oui. Puis quand on parlait, nous autres, on était adaptés, puis on travaillait avec des inadaptés. C'est ça qui est très changé. Normal à normal. L'adaptation, c'est dynamique, c'est un mouvement. Oui. Et dans notre vie, on va traverser 4 000, 5 000, 10 000 périodes d'inadaptation. Bon, ce qui est risqué des fois, et c'est là que ça prend du travail de spécialiste, ça se peut qu'il y ait des gens qui aient de la misère à s'en sortir, pour différentes raisons. Et là, dans le livre, on analyse qu'est-ce qui fait que des fois... Donc, on peut prévenir certaines choses, on peut aider quand on est en période d'inadaptation, puis on peut aider aussi à l'intégration sociale, que j'ai appelé dans ça, dans le cas des personnes en plus grande difficulté, la maximalisation du potentiel d'adaptation. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est on ne peut pas tout le monde arriver au même niveau d'autonomie sociale, parce qu'en vieillissant, on va même dégénérer, mais on serait capable de faire le meilleur possible, aller le plus loin possible de la mission de chacun ou du développement de chacun. Et ça, c'est intéressant pour moi. Juste un dernier point avant qu'on passe au questionnaire de Proust. Ce livre-là accompagne des conférences encore. Est-ce que vous en faites toujours? Oui, je suis à la retraite depuis 12 ans. J'ai travaillé 25 ans au collège ici. J'avais travaillé 10 ans avant à Québec puis au Saguenay. C'est quand sur demande ou des formations sur des parties de ça. Et ça a donné naissance aussi, comme c'est un grand boulevard, il y avait des beaux petits villages à travers que je n'avais pas explorés à l'époque. Puis par le début de la vieillesse, que je commence à explorer un peu, toute la question des deuils, la question des mécanismes de défense, toute la question de la résilience, j'ai écrit quelque chose sur ça. Donc, il y a d'autres ouvrages en chantier, il y en a d'autres de publiés aussi. Il y en a un qui avance bien sur l'intelligence émotionnelle. Et je travaille aussi dans de la micro-édition de... il y en a un qui s'appelle « Le livre de ma vie », là, qui est des écrits de ma mère que j'ai recensés avec des photos. Et ça, j'aime beaucoup aussi, autant des ouvrages plus sérieux, mais aussi du travail plus concret. Puis beaucoup sur les émotions, là. Actuellement, c'est ça. De toute façon, tout se retouche à un moment donné, pareil. Voilà, c'est ça le biopsychosocial. Puis un élément que je trouvais intéressant dans ça, puis j'invite les gens à écrire aussi, c'est Michel Tremblay dans une entrevue qui disait... il disait que c'était pas de lui la phrase, mais qu'il l'avait pris. Il disait « J'écris pour comprendre ce que je pense. Et je pense que la première activité d'écriture, c'est pour nous qu'on la fait, pour clarifier nos idées et que ce soit cohérent. Tout à fait. Tant mieux, ça aide à d'autres. On va passer au questionnaire de Proust, si vous le voulez bien. Je vous remercie. Ma vertu préférée? La ténacité. La qualité que je préfère chez les hommes? La bonté. La qualité que je préfère chez les femmes? L'intégrité. Votre mot préféré? Bonheur. Le mot que vous détestez le plus? Dégâts. Quel serait votre plus grand malheur? De me perdre moi-même, de ne pas être fidèle à mes principes. À part vous-même, qui auriez-vous aimé être? Oh, Einstein. En terminant, votre devise, Monique? On ne fait pas pousser les fleurs en les étirant. Bien, je vous remercie beaucoup. Nous allons, nous, rejoindre Sophie Lécuyer de la librairie L'Écuyer pour son choix de lecture hebdomadaire. OK, bien, Sophie, quel est votre choix de lecture cette semaine? Moi, je suis venue vous parler de Papa Purlaine, qui est écrit par Martin Larocque aux éditions de La Bagnole. On entend souvent parler des romans comme les Chroniques d'une mère indigne, toujours sur les mères, mais ici des petites anecdotes sur les papas, sur l'autorité parentale, sur prendre leur place, qu'est-ce qu'ils font, que c'est pas juste la mère qui a toute la place pour prendre les décisions. Mais c'est plein de petites anecdotes comme ça que M. Larocque nous conte, en même temps que depuis l'âge de 16 ans, qu'il voulait être un papa, que ça a toujours été son destin. Mais une fois rendu papa, il n'aimait plus le titre de papa et comment il a fait pour remédier à cette situation. Et tout ça, j'imagine, Sophie, est raconté avec humour. Oui, c'est raconté avec humour. Il nous parle aussi beaucoup de l'aspect de l'enfant roi, de l'enfant gâté, l'enfant qui a accès à tout, mais qui ne veut pas participer aux tâches ménagères, qui sont habitués d'avoir tout cuit tout de suite dans la bouche.
En terminant, Sophie, pourriez-vous juste nous dire un petit peu, Martin Larocque, est-ce que c'est le Martin Larocque que plusieurs personnes connaissent? Oui, c'est le comédien qui joue dans Virginie. C'est son deuxième volume aussi. Le premier, c'était 24 heures, 7 jours, papa. Donc, c'est un comédien et c'est aussi un humoriste. Alors, ce sera un choix pour la fête des pères? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Bien, mon deuxième invité, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, Martin Cloutier. Martin est ici pour un ouvrage sur Georges Bataille qui s'intitule Georges Bataille interdisciplinaire autour de la somme athéologique, publié chez Triptyque. Bonjour Martin, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Martin, juste avant de parler de votre livre, je vais peut-être un petit mot sur votre parcours personnel. Okay. Bon, et là, je me réfère à mes notes. Bon, pour votre maîtrise en théologie, vous avez présenté un mémoire qui s'intitule « Est-il permis de gagner des hommes? » entre parenthèses, la vérité. Une lecture de Kierkegaard, c'est en regard avec la communication d'existence. Bon. Ensuite, là, arrive le doctorat. Et ça, moi, je trouve c'est un peu moins évident. Vous présentez votre thèse de doctorat et porte sur Georges Bataille. Bon, Georges Bataille, moi, lorsque je pense à ce type-là, je vois le libertin. Je vois le provocateur, mais je vois aussi le pornographe. Et puis, ce n'est pas nécessairement les images qui me viennent lorsque je pense à la théologie. Fait que peut-être juste voir un petit peu, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie que moi, je dirais qui n'est certainement pas une voie d'évitement. Puis d'ailleurs, je pense, vous-même, vous le dites au début de votre chapitre, vous dites « En quel honneur se pencher sur l'œuvre de Georges Bataille dans le domaine de la théologie? N'y a-t-il pas quelque chose de provocateur à s'aventurer dans une œuvre qui représente des personnages comme l'ABC ou la divine Edwarda, dont l'une des œuvres fut signée Lord Hawke, c'est-à-dire Seigneur des chiottes? Est-ce que c'est de la provocation, vous aussi? Non, je dirais que c'est pas de la provocation, mais c'est certainement un travail marginal. Bon, il faut savoir, par contre, que Georges Bataille n'a pas écrit que de la littérature pornographique. Mais c'est ça. Évidemment, il a été peu étudié en théologie. On pense qu'il était connu pour ses œuvres romanesques, ses récits qui étaient justement très sulfureux, on pourrait dire, hein. Alors, c'est bien certain qu'en théologie, c'était un auteur qui était plus bon, à l'index, où il était pas... C'est pas une lecture qu'on laissait traîner sur un bureau en disant « ben lisez donc ça, c'est un auteur intéressant ». C'était pas le cas. Alors, mais la découverte de cet auteur-là s'est faite un peu par hasard. J'avais déjà vu des citations intéressantes un peu, mais à un moment donné, dans les rayons d'une bibliothèque, j'ai vu, bon, un livre qui s'intitulait « L'expérience intérieure ». Et en théologie, bon, on s'intéresse au discours mystique, au discours d'expérience. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais le lire. Et puis, le connaissant pas trop, je ne savais pas tout le poids d'étiquettes qu'on lui accolait. Alors, j'ai lu ce livre-là et je l'ai trouvé très, très intéressant. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec cet auteur-là, en théologie, entre autres. Puis, j'ai commencé à lire l'ensemble de son œuvre à ce moment-là, puis j'ai fait des découvertes surprenantes. Oui. Oui. Bon, parce que vous êtes le seul, là, qui avait... le seul théologien qui a travaillé sur Bataille. Ben, on est très peu nombreux. Okay. Il y a souvent des théologiens qui vont faire des références un petit peu à son œuvre, qui vont en aborder un aspect, mais une thèse proprement dite en théologie sur cet auteur-là, c'est vraiment rare. Dans mes recherches, j'en ai trouvé une, là, un auteur aux États-Unis, un Américain, qui a fait une thèse dont un chapitre porte sur Bataille, un autre sur bon, un autre auteur, et ainsi de suite. Et puis, en philosophie, il y en a plus. En sociologie ou sciences des religions, à la limite, il peut y en avoir. Mais en théologie proprement dite, là, c'est l'exception. Oui. OK. Mais par contre, là, je ne voudrais pas non plus qu'on donne l'impression aux téléspectateurs que le livre, c'est votre thèse de doctorat. Bon, le livre, c'est un collectif. C'est ça. C'est né comment l'idée, puis ça vient d'où et ça englobe quoi? OK. C'est né d'une discussion avec mon directeur de recherche. On se disait, bon, c'est intéressant, c'est vrai, Bataille, lui aussi, il trouvait des choses pertinentes à le lire.
Mais on s'est dit que ce serait intéressant de valider nos intuitions auprès de d'autres personnes qui sont des lecteurs ou des lectrices de bataille. Fait qu'on s'est dit, on va organiser un petit colloque, quelque chose dont la forme serait aussi conviviale, là, que le contenu serait peu rigide, quelque chose à la bonne franquette un peu, là, un colloque sans prétention. Puis on a trouvé que plusieurs personnes qui étaient des lecteurs et des lectrices de bataille, mais dans différents champs disciplinaires. C'est pour ça qu'on a titré ça « Georges Bataille interdisciplinaire », parce que c'est lui-même un auteur, Bataille, qui se situe dans toutes sortes de disciplines en même temps, qui est toujours un auteur marginal, peu importe le champ sous lequel on le prend. Alors, on a invité plusieurs personnes comme ça et on s'est fait un colloque. Et ça, c'est un ouvrage collectif issu des communications qui ont été faites lors de ce colloque-là. C'était en décembre 2008, 4 et 5 décembre, si je ne me trompe pas. Okay. Ouais. Parce que, bon, tant que, comme vous le dites, le volume, le colloque, même si vous dites convivial, ce dont je ne doute pas un instant, mais on peut quand même pas dire, tout de même pas dire que le livre est facile. Non. Il s'adresse, je pense, plus à un public. Si on ne connaît pas Bataille, est-ce que ce serait fou de dire qu'on est peut-être mieux de ne pas lire celui-là en premier? Oui. Peu importe l'auteur, je trouve toujours qu'on est mieux de lire l'auteur lui-même plutôt qu'un ouvrage sur cet auteur-là d'abord, et surtout pour un ouvrage comme celui-là, qui est un ouvrage universitaire. C'est tous des lecteurs de bataille qui s'adressent à des lecteurs de bataille. Et en plus, c'est que chaque auteur invoque des concepts ou des notions qui sont propres à son champ, qui peuvent être des fois très spécialisés. Alors, puis aussi, on peut avoir été maladroit à certains endroits aussi, puis avoir exprimé les choses pas suffisamment clairement. Là. Moi, quand je me relis, il y a toujours des choses que je dirais autrement, mais bon, grosso modo, c'est un livre, oui, assez difficile d'accès. Pour ma part, j'ai appelé ça un acte d'humilité, parce que j'avoue qu'à l'occasion, j'ai été obligé d'aller faire plusieurs recherches pour tout saisir, même si je connaissais un petit peu le bonhomme. Oui. Par contre, je n'ai pas lu son œuvre en entier. Mais c'est ça, ce n'est pas une biographie de Georges Bataille non plus, ni rien. C'est vraiment une analyse de différentes parties de son œuvre, puis qui pourrait, si on voulait trouver un thème avec notre invité précédent, qui pourrait faire une globalité par la suite. Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais... OK. Moi non plus. On va essayer de la formuler autrement. On s'attarde en tout cas à une part de son œuvre. On peut retrouver l'œuvre en entier, je pense. Une dans cette part-là, oui. C'est ça. Parce que Bataille a repris les mêmes notions dans un peu toutes ses tentatives d'écriture puis de pensée. Alors, on retrouve de manière tentaculaire l'ensemble de l'œuvre dans cette partie de l'œuvre-là qui s'appelle la somme athéologique, qui est dans le fond 3 principaux ouvrages de Bataille qui sont L'expérience intérieure, Sur Nietzsche et Le coupable. Une œuvre dont on dit qu'il n'était pas achevé. Oui, il y a eu des plans de rédaction pour cette œuvre-là depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à sa mort là, en 1963, si je ne me trompe pas. Là. Il voulait la retravailler, y ajouter des tomes, des chapitres, des écrits. Alors, c'est ça, dans cette somme-là, il y a les textes dont j'ai parlé, mais il y a aussi plusieurs articles qu'il a publiés dans des revues qui voulaient intégrer, retravailler, tout ça. Alors, c'est une œuvre qui est restée ouverte, si on veut. Okay. Finalement, c'était ça le sens de ma question. On va regarder un petit peu ce que d'autres personnes, parce que Bataille n'a laissé vraiment personne indifférent tout au cours de sa vie, ça c'est sûr. Marguerite Duras disait... Les gens continuent de vivre dans l'illusion qu'ils pourront un jour parler de Bataille. Ils mourront sans oser, dans le souci extrême où ils sont de leur réputation, affronter ce taureau. Dans votre cas, pouvez-vous dire que vous avez l'impression d'avoir affronté le taureau? Je dirais que nous, ou en tout cas moi, là, je vais parler au jet, dans ma situation, je n'avais pas de réputation à protéger. Je suis encore en train de l'écrire, ma thèse, hein, alors... Je me suis lancé. Et oui, je crois que c'était audacieux un peu, mais bon, prendre le taureau par les cornes, j'ai pas la prétention de donner une explication finale de Bataille, et surtout pas de l'homme, de sa vie. Mais ça pouvait être inquiétant quand même quand vous... Mais oui, ça m'inquiète toujours. C'est quand même vertigineux comme œuvre littéraire. Okay. D'autres aussi ont parlé de Bataille. Bon, ici, on dit... Bon, son œuvre, une œuvre complexe. On dit qu'il tient de Nietzsche, de Hegel, de Sartre, de Marx, qui a influencé beaucoup de philosophes contemporains.
Ouais. Alors, c'est ça, j'imagine, là, quand on voit tout ça, qu'on voit tous ces personnages, on se dit, là, moi, je m'attaque à celui qui est influencé ou qui est aussi le reflet de d'autres. Oui. Ça ne doit pas être évident. Non, c'est ça. C'est un auteur majeur, puis je trouvais ça intéressant, là, puis vraiment important qu'on lui fasse toute sa place en théologie. Alors, c'est un peu à ça qu'on s'attelle, en tout cas que moi, je m'attelle dans mes recherches. C'est ça, on dit qu'il a influencé Derrida, Foucault, un paquet de grands auteurs français du 20e siècle. Tout à fait. Foucault qui l'a défendu, d'ailleurs, Oui. énormément, quand, justement, Sartre et Breton, avec qui il a été... Ouais. plus qu'en bataille, mais en guerre, véritablement, Ouais. Sartre et Breton ont dit tout simplement de bataille. C'est un fou. Puis alors que Foucault dit c'est un des écrivains les plus importants de son siècle, et il ajoute au moins l'égal de Sartre et Breton. Et puis lui, il répond là-dessus, je ne suis pas un philosophe, mais un saint. Peut-être un fou. D'après vous, qui avait raison? Dernière question avant de passer au questionnaire de Proust. Je suis très mal à l'aise avec l'évaluation du personnage Bataille OK. comme tel. Moi, je m'intéresse vraiment plus à ses écrits, puis à ses écrits dans leur dimension religieuse. Et Bataille disait de lui-même qu'il était férocement religieux. Alors, je lui laisserai le crédit, le bénéfice de son propre diagnostic. Dans l'ouvrage, par contre, il y a Valérie Chevassus-Marchionni, j'ai de la misère à prononcer son nom un peu, mais qui s'est intéressée plus à l'homme bataille et à sa démarche d'affronter, si on veut, ses démons, puis tout ça, puis comment l'écriture a eu un rôle dans cette démarche-là. Elle s'est intéressée plus à l'homme bataille. Alors, si vous vous intéressez à l'homme ou à l'œuvre, ça s'appelle interdisciplinaire autour de la somme théologique. C'est chez Triptyque. Rapidement, on va passer au questionnaire de Proust. Ma vertu préférée? Oh, ben, je dirais la lucidité. La qualité que je préfère chez les hommes? Un mélange de virilité et de sensualité. La qualité que je préfère chez les femmes? Je sais pas. Votre mot préféré? Oh, le mot préféré? Je sais pas, je pense juste à des folies, là. Le mot que vous détestez le plus? Le mot que je déteste Ouais. le plus? Je crois que j'ai pas Je m'enflamme pas pour un mot ou un autre. Je crois que j'aime beaucoup tous les mots, mais pas de manière... Pas au même niveau. Ouais. Votre héros préféré dans la vie réelle? Dans la vie réelle... Kierkegaard, qui est aussi un de mes auteurs préférés. Ouais. C'est drôle que je m'en doutais. Votre devise, en terminant? Je dirais, c'est aussi ça la vie. Eh bien, merci Martin. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous pour cette édition de Rayon d'influence. Et à la semaine prochaine.